Vous me recevez 5 sur 5. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour, comme je disais, un live très spécial et surtout très nécessaire. Et sur cette chaîne, comme vous le savez, on parle de croissance personnelle, on parle de croissance spirituelle. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'ouvrir une autre dimension qui est la dimension de la croissance financière. OK? Et parce que franchement, pour être honnête, aujourd'hui, avec l'inflation, la hausse des prix, les tensions dans le monde, les crises économiques, se contenter d'un salaire devient vraiment limité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dit que Marie-Claudine, moi, mon salaire me suffit? Est-ce que quelqu'un peut dire ça, que mon salaire me suffit? Alors, pourtant, beaucoup d'enfants de Dieu prient pour la prospérité. Il y a beaucoup de personnes qui prient pour la prospérité, mais ne développent pas les systèmes qui permettent vraiment de manifester cette prospérité. Alors, j'ai décidé, comme ça, de lancer une série spéciale, croissance financière, parce qu'on veut grandir à tous égards, on veut croître à tous égards. Donc, dans cette série, on va parler de bourse, on va parler d'immobilier, on va parler aussi d'entrepreneuriat, puisque moi-même, je suis entrepreneur. Et voilà, parce que l'objectif n'est pas seulement de survivre, mais aussi de faire travailler ce qu'on gagne déjà. Alors aujourd'hui, on va commencer avec un sujet qui intrigue beaucoup de personnes. Je sais que ça vous intrigue, je sais que ça vous fait aussi peur, mais je vous assure que c'est puissant. Il s'agit de l'investissement en bourse. Et pour en parler, je ne suis pas seule. OK, j'ai fait venir dans ce live quelqu'un qui maîtrise ce domaine et qui va nous aider à comprendre comment commencer, même quand on part de zéro. OK, alors je vais introduire mon invité spécial aujourd'hui, c'est Monsieur Martial Boulard, qui va lui-même se présenter. Je vais lui laisser le soin de se présenter. Et voilà, salut Martial, bienvenue dans mon live. Salut Marie-Claudine, comment tu vas? Je vais très bien, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être avec nous, de partager avec ma communauté ce soir sur un thème qui te passionne. Hein. J'ai pu voir ta passion pendant ces derniers mois en ce qui concerne l'investissement à la bourse. Et c'est pour cette raison que je me suis dit, attends, il faut absolument que tu viennes partager tes connaissances avec ma communauté. Alors, est-ce que tu peux... peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter et nous dire comment est-ce que tu es entré dans le monde de la bourse? Je m'appelle Martial Boulard, je suis en Allemagne depuis 2010. Je suis venu en effet faire mes études ici après avoir étudié au Cameroun. En quittant le Cameroun, j'avais un master en mathématiques et ici j'ai fait un master en sciences des données. Donc la bourse avec les chiffres et tout, c'est un peu le quotidien, quoi. Donc c'est comme ça que je suis entré en contact avec la bourse en 2017. Mais là, c'était pour rattraper une erreur que j'avais commise il y a peut-être 4 ans, 5 ans plus tôt, parce que j'avais un ami qui ne faisait que me parler de cela. Mais comme je venais d'arriver en Allemagne, j'étais un peu focus sur mes études et tout. Et je voulais rien qui devait m'embrouiller et tout. Mais bon, à la longue, j'ai dit en 2017, je me lance. C'était lors de l'explosion du Bitcoin. Et comme j'avais raté le train, je me sentais vraiment mal. J'ai dit, je me lance. C'est comme ça que je suis entré en contact avec la bourse. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu as compris qu'il s'agissait pour toi en ce moment-là d'une opportunité. Et si je comprends bien, étant étudiant, tu n'as pas forcément commencé avec des millions, ou bien? Naturellement, c'est l'erreur que je faisais au départ. Je me disais, la bourse, ce sont les trucs que je voyais à la télévision quand j'étais au Cameroun. Ce sont les gens qui sont riches, qui doivent toucher à cela et tout. Mais c'est tout à fait faux. Bien vrai, en 2017, ce n'était pas assez démocratisé comme aujourd'hui parce que de nos jours, avec 1 euro par mois, 2 euros, 10 euros, tout le monde peut investir en fait. Et je trouve que la bourse est même l'investissement le plus accessible, dans la mesure où même quelqu'un qui ne gagne pas beaucoup peut s'y lancer. Et il y a un gros biais au sein de la population. Beaucoup de personnes se disent que pour se lancer, il faut automatiquement gagner de grosses sommes ou bien avoir de grosses sommes. Non, tel n'est pas le cas. Maintenant, il faut juste savoir comment faire pour commencer tout ça. Ça veut dire qu'on a déjà cassé le mythe d'être absolument millionnaire ou bien avoir déjà beaucoup de moyens pour commencer à la bourse. Donc, une information que j'aimerais donner à ceux qui me suivent, vous avez l'occasion, ou bien vous avez ce soir l'opportunité de rentrer dans le live, de monter dans le live, vous poser vos questions pour échanger avec nous. Ce que je vais faire, je vais laisser en commentaire le lien qui vous permet de rentrer dans le live, OK? Comme ça, voilà, vous pouvez juste rentrer dans mon studio et je vais vous faire monter dans le live, OK? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Donc, je vais juste vous laisser le lien en commentaire. Comme ça,
Voilà. Je vous envoie le lien. Vous pouvez juste cliquer sur le lien pour entrer dans le live. Super. Donc, aujourd'hui, on regarde l'actualité martiale, on voit il y a des guerres, il y a l'inflation, on voit beaucoup d'instabilité, les prix explosent et beaucoup se demandent surtout, est-ce vraiment le bon moment pour investir maintenant à la bourse? J'aimerais avant de répondre à ta question, compléter quelque chose. À l'époque, disons dans les années 2010, quand mon ami me parlait de la bourse, c'était vraiment compliqué d'investir parce que on devrait les faire à travers les banques et tout, et il n'y avait pas assez d'informations comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui rendent l'investissement en bourse facile, parce que avant il fallait être presque un expert, il n'y avait pas encore les produits structurés comme qu'on trouve aujourd'hui pour investir. Donc, en plus de cela, du mythe de ce n'est pas seulement pour le riche, aussi le mythe de ce n'est pas seulement pour celui qui connaît ou bien qui est très intelligent. On peut investir en bourse aussi sans connaître à travers des produits structurés. Bon, la question que tu as posée, c'était de savoir, si tu peux reprendre, ça serait bien. Oui, je posais la question de savoir, et c'est très bien ce que je vais rebondir sur ce que tu as dit d'abord, parce que tu fais bien de le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas investir à la bourse, ils n'ont pas la connaissance pour investir à la bourse. Pourtant, les choses ont beaucoup évolué depuis longtemps, tu vois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, évidemment, avec l'instabilité qu'on note, avec la guerre, bon, c'est vrai que ça ne touche pas tous les pays, mais il y a quand même un impact, il y a quand même une répercussion sur plusieurs États, ok? Donc, en fait, la question, c'était de savoir, vu ce contexte-là, les gens vont vraiment aussi se poser la question de savoir, est-ce que c'est le bon moment pour investir? Bon, comme on disait, ça va dépendre. Il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas de bon moment pour investir. Il y a peut-être des moments qui sont idéaux par rapport aux autres, mais normalement, le marché offre la possibilité de pouvoir investir tous les jours parce que la bourse fonctionne de façon cyclique. Ça veut dire quoi? Il y a des cycles en bourse. Il y a le cycle de la tech, le moment où les Amazon, les Google et tout ont explosé. Et quand ce cycle-là passe, un autre cycle va reprendre dans un autre domaine. Par exemple, avec la guerre, ceux qui ont investi dans le pétrole et les matières premières se sont fait de l'argent. Donc, on peut dire que la situation peut être difficile n'importe comment. Dans le marché boursier, il y a toujours un actif qui va offrir des rendements. Je ne connais pas une période où le marché a souffert, où il n'y avait pas de produits qui offraient des rendements. La plus grosse crise que moi j'ai vécu en bourse, parce que j'ai déjà commencé en 2017, c'est celle du Corona, où mon portefeuille boursier a fait plus de 50% en moins. Mais pendant ce temps, il y avait des gars à côté qui gagnaient de l'argent, mais parce qu'ils étaient peut-être plus informés, plus expérimentés et tout. Ils se sont dit quelles sont les actions qui peuvent profiter de la situation. Et en cette période, il y avait toutes les actions qui allaient avec la communication, comme peut-être les meetings comme ça. Zoom a profité, l'action qu'on appelle Zoom, la firme qu'on appelle Zoom a profité. Toutes les firmes qui aidaient à faire le télétravail, par exemple, ont profité. Toutes les firmes qui étaient dans le divertissement comme Netflix a fait gagner beaucoup d'argent aussi. Donc, il y a toujours des périodes. Ce qui fait qu'on ne peut pas dire, bon, c'est pas la bonne période pour investir en bourse ou pas. Il y a toujours, c'est peut-être pas la meilleure des périodes, mais il y a toujours des actifs qui vont offrir des rendements sur le marché. Est-ce que peut-être tous ceux qui investissent peut-être dans Total Energy ou bien dans les firmes qui font dans le pétrole, ils ont fait de l'argent durant cette crise. Bon, ça veut dire que si je comprends bien, les crises ne sont pas forcément des dangers, mais des opportunités pour des personnes qui savent lire le marché, en fait. Et à part ça, il y a quelque chose qu'il faut noter. Si on regarde les périodes les plus rentables en bourse, ça sont il y a des revues dessus, en fait. Si tu regardes les périodes les plus rentables en bourse, prenons les 10 périodes les plus rentables en bourse. Parmi ces périodes-là, on va constater qu'une bonne quantité de ces périodes, de ces moments-là, ce sont des moments où il y avait des crashs boursiers. Je ne sais pas si je peux partager quelque chose. Attends. Waouh. Salut à Chouami. Il y a Chouami qui nous suit et qui nous envoie un bonsoir. On t'envoie aussi un bonsoir. Est-ce que Chouami peut nous dire depuis où est-ce qu'il nous suit? Et voilà, et s'il a peut-être une question qu'il aimerait poser en live, on pourrait le faire monter dans le live. Ou pas, je crois que Chouami, c'est quelqu'un que je connais. Je crois qu'il va participer parce que lui aussi, c'est un de petits frères qui vient introduire en bourse. Wow. En tout cas, ce soir, on est béni avec des experts. Est-ce que tu aimerais partager Exactement, j'aimerais partager sur une période de 15 ans, les top 10. Et on va constater que durant cette période-là, il y a toujours eu quelque chose. Dans le meilleur moment pour acheter, pour investir en bourse, même c'est pendant les crashs. C'est pas quand la bourse atteint son point le plus haut, c'est pendant les crashs. Alors, ok. Donc, je vois un document. C'est celui-là que je... Exactement, c'est ce document Excel.
J'ai regardé les périodes de 15 ans les plus rentables. La raison pour laquelle je prends les périodes de 15 ans, je vais l'expliquer plus tard. Je prends 15 ans, pourquoi? Parce que il y a une statistique aussi qui montre que quelqu'un qui investit 15 ans et plus dans le marché, la probabilité pour qu'il perde son argent est nulle. Donc, si tu achètes aujourd'hui, tu gardes 15 ans. En se basant des données passées, si le marché se comporte de la même façon que ça s'est produit dans le passé, il y a de fortes chances que tu ne perdes pas ton argent, que tu ne perdes même pas un franc sur ton argent. Donc, ça veut dire qu'il faut comprendre que l'investissement à la bourse, c'est un investissement à long terme. Long terme, vraiment à long terme. Et on parle ici de rendement par an. Donc, ça veut dire 18,9% chaque année pendant 15 ans. Alors, est-ce que je peux partager le document déjà? Je peux le partager? Vous ne voyez pas le document. Tu vois pas le document? Non. Alors, et là? Voilà, super. Exactement. Le document montre en effet, c'est une période de 15 ans, le rendement que la bourse a donné. Et là, c'est un rendement annualisé en fait. Wow. Ça veut dire durant de la période de 1985 à 1999, on a eu exactement ce rendement annualisé, donc 18,9% par an. Si on calcule ça avec les intérêts composés, ça fait beaucoup, on est à plus de 1000%, en 15 ans. Moi, je me demande bien quel investissement peut rapporter autant d'argent. Est-ce que vous entendez ça? Et on constate que durant cette période-là aussi, il y a eu une crise. Donc, durant presque toute cette période-là, il y a la crise. Il y a eu une crise. Ouais, je vois là, il y a eu une récession en 1968 et malgré cela, on a eu quand même 17% de rendement par an sur les 15 dernières périodes. C'est bien ça? Exactement. Et j'aurais même pu prendre ces chiffres-là de façon encore optimisée en disant, donne-moi les chiffres à partir du moment où le crash a atteint son point le plus bas. Là, on serait à des rendements tellement fous que ça serait irréaliste. Wow. Donc, et comme je disais tantôt, pendant la période du Corona, beaucoup de personnes ont vu leur portefeuille se diviser de plus de la moitié. Mais ceux qui ont été persistants, ceux qui sont restés, ont terminé l'année positif. Ils ont terminé l'année dans le positif, en effet. Donc, quelles que soient les variations, ça veut dire quelles que soient les variations qu'on peut observer pendant l'année, il faut garder la sérénité, ok? Il faut garder la sérénité parce que il se pourrait qu'il y ait encore un rééquilibrage et qu'il fasse en sorte qu'on finisse l'année dans le positif. C'est bien Exactement. Ça. Mais il ne faut pas que je généralise. Il faudrait parler en tenant compte du fait qu'il y a des gens qui investissent en bourse en achetant juste des actions et d'autres qui achètent les sociétés. Ça veut dire quoi? Juste des ETF et d'autres qui achètent les sociétés. Quand tu as un ETF, peut-être un ETF comme le MSCI World, c'est en effet un ETF qui est constitué de plusieurs actions qui est supposé représenter l'économie mondiale. Quand tu as un tel ETF et qu'il y a une chute, une crise et tout, tu n'as pas besoin de paniquer. La seule chose que tu as fait, c'est de continuer à acheter si tu achetais de façon régulière ou bien de garder. Ça va prendre le temps que ça prendra, mais après, tu seras dans le positif. Par contre, si tu as des actions spécifiques, chaque fois qu'il y a une baisse ou bien une crise et tout, il faut toujours te poser la question, est-ce que, à cause de cette crise, mon entreprise ne doit pas mourir? Parce que les crises tuent les entreprises et font renaître d'autres. Donc, tu ne peux pas acheter une série d'entreprises et tu mets dans le portefeuille, tu dors. Non, quand on a les entreprises, on doit contrôler, on doit surveiller si la thèse d'investissement tient toujours. Parce que quand tu achètes une entreprise, tu as une thèse. C'est selon les chiffres les prévisions. Si les prévisions tiennent toujours, tu peux garder ton entreprise. Dans le cas où ça ne tient pas, tu es obligé, tu dois l'enlever de ton portefeuille tout simplement. Par contre, ceux qui font l'investissement passif, déjà, ils ont des ETF et tout, tu n'as pas à réfléchir puisque les ETF font déjà ce travail-là. Les managers de ces ETF font déjà ce travail, ils retirent les mauvaises entreprises, ils remplacent par les bonnes, puisque pour être dans un ETF, il y a des critères. Donc là, tu es en train de décrire aussi deux comportements de personnes, parce qu'il y a des personnes qui aiment le risque, qui peuvent supporter le risque. Là, ils peuvent aller investir directement dans les actions. Et les personnes choisir eux-mêmes leur société dans laquelle ils veulent investir, ou bien se dire, bon, je n'ai pas de connaissances, je n'ai pas envie d'avoir affaire à cela, ça me stresse, je prends un ETF et je reste tranquille. Wow. J'ai dû amener cela pour faire la nuance, parce qu'il ne faut pas seulement se dire, j'achète les actions, ça chute, du reste, je dors, et il y a des sociétés, pendant les crises, elles meurent. Il y a plein de sociétés qui font faillite, tous les jours même, il y en a. Wow. Donc, il faut tout le temps retester sa thèse d'investissement et se demander est-ce que la raison pour laquelle j'ai investi, ça tient toujours. C'est un peu comme quand on se lance dans un business avec quelqu'un. Si tu te lances dans un business avec une personne, tu ne maîtrises pas trop le business, ou bien la personne te dit normalement, comme tu as investi tes 1000 euros, dans 3 mois, je vais commencer à te verser 50 euros. Si dans 3 mois, il commence à te verser 50 euros, qu'il vienne encore plutôt te demander de l'argent. Tu peux peut-être flancher la première fois, mais tu lui donnes encore un délai. À un moment, quand ça ne va pas, tu dis, je préfère perdre ce que j'ai perdu, là, mais remets-moi le reste et je pars. Même si après, parce que ça ne veut pas pourtant dire que après ça peut marcher, mais tu pars sans regret parce qu'il y a d'autres opportunités ailleurs, tu peux investir ailleurs. On a plusieurs sociétés qui sont cotées, donc ça ne sert parfois à rien de s'entêter
alors que peut-être la thèse ne marche plus. Donc, c'est mieux de regarder ailleurs. C'est un peu ça le mindset qu'il faut avoir quand on investit en bourse. Wow, je crois qu'on est allé peut-être un peu vite. On va un peu ralentir et on va revenir sur l'importance même déjà d'investir à la bourse. Parce que s'il y a quelque chose que j'ai dit à l'introduction, c'est que le salariat seul ne rend pas riche. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, selon toi, le salariat ne peut pas vraiment nous permettre d'atteindre un certain niveau de richesse? Bon, comme je dis toujours, la richesse est relative. Hein. Il y a des gens qui sont satisfaits de leur salaire et qui se sentent riches avec. Mais bon, comme je dis, la richesse est relative. Mais il y a quelque chose qui m'a fait me poser les questions une fois, c'est quand je me suis dit, je prends mon salaire, j'essaye de travailler, parce que je suis arrivé en Europe un peu tard et tout, donc j'ai commencé à travailler à 33 ans. Je me suis dit, je prends mon salaire. Je regarde, si je vais travailler jusqu'à la retraite, combien est-ce que j'aurais travaillé durant toute ma vie? Combien est-ce que je suis capable de mettre de côté et tout? C'était terrible, en effet. Wow. J'ai dit, bon, laissons mon salaire. Laissons ma situation, parce que je suis arrivé en Europe un peu tard. Laissons ma situation, prenons la situation de quelqu'un d'autre qui est arrivé en Europe dans des bons moments, des bons timings et tout. Et regardons qu'il a fini ses études, disons, à 21 ans, 22 ans, et il travaille en tant qu'ingénieur. En me basant du salaire moyen qu'un ingénieur gagne en Allemagne, j'ai constaté que le salaire brut total qu'il fera tout au long de sa carrière est inférieur à 2 millions d'euros. Non, attends. Le salaire net, pardon, le salaire net, je m'excuse. Est-ce que vous entendez ça? Ok. Est-ce que vous avez entendu ça, les amis? C'est ahurissant. Est-ce que vous avez entendu? En Allemagne, le salaire moyen d'un ingénieur universitaire compté sur 45 ans. Je crois que c'est sur 45 ans parce que voilà, quelqu'un qui travaille en Allemagne, il doit travailler pendant 45 ans avant pour obtenir une retraite complète. Donc, tu es en train de dire quelque chose vraiment qui... c'est vrai que dans nos échanges... C'est un coup de marteau sur la tête. C'est un coup de marteau sur la tête. Je te dis, dans toute la carrière, en net, il n'aura pas plus de 2 millions. Je ne parle pas des grands, mais il y a des gars qui arrivent, ils ont de bons postes dès le départ, ils travaillent très rapidement. Je parle de l'ingénieur moyen. Donc, quelqu'un qui a gagné sa carrière, qui a fait sa carrière normalement et tout, qui a progressé lentement et tout, il ne gagnera pas plus de 2 000 euros. Et si on n'a pas encore retiré 2 millions d'euros, on n'a pas encore retiré son loyer, son assurance, ses vacances, ses loisirs, tout pour les enfants et tout, donc tu te rends compte que, en fin de compte, j'ai même pas pris le temps, j'ai même pas pris la peine de calculer en disant, bon, si chaque mois tu économises telle ou telle somme, c'est ton petit salaire qui reste là et tout, ça va donner combien? C'est pas beaucoup dans tous les cas. Donc, c'est ça qui m'a fait réaliser que si je reste les bras croisés sans rien faire d'autre à côté, ça serait chaud en fait. Mais c'est choquant parce que tu te rends compte que tu peux travailler pendant 45 ans et à la fin, tu n'arrives jamais à être millionnaire. Tu n'arrives jamais à avoir 1 million entre les mains, 1 million d'euros. Je parle bien d'1 million d'euros. Mais pourtant, 1 million d'euros, ça peut être le chiffre d'affaires même d'une petite entreprise. Non, mais c'est clair que si tu travailles en tant que salarié et que tu as les dépenses dont je viens de citer, c'est-à-dire ta maison, tes voyages, l'aide à la famille, machin et tout, tu ne pourras jamais mettre 1 million d'euros de côté puisque on a dit c'est moins de 2 millions d'euros total. Mais en général, tes charges, c'est-à-dire ta maison et tout, tes dépenses dépassent la moitié de ton salaire. Net. Ah oui. Ça veut dire qu'on est en dessous de ces 1 million là, donc c'est clair. Ouais. C'est choquant quand même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous suit et que cette information choque aussi? Alors, je vois un commentaire de Chami qui dit le génie martial. OK, ça, on a pu le constater. Est-ce que Monsieur Chami nous suit et il aimerait monter dans le live? Est-ce qu'il a une question ou un partage ou quelque chose à partager avec nous par rapport à ça? Peut-être que voilà, je vais le faire monter dans le live. OK. Alors, salut à toi. Merci de monter pour partager avec nous sur la bourse. Bienvenue à toi. Merci. Vous m'écoutez? Très bien. Très bien, Gabriel, ça va, très bien. C'est un plaisir pour moi déjà. Je souhaite aussi encourager et passe aussi mes félicitations pour cette initiative dans la communauté. Briser les barrières sur l'investissement, de pouvoir permettre aussi aux personnes qui ne s'y connaissent pas de se lancer vraiment sans avoir de crainte. Alors, pour partager en ce qui me concerne, voilà, j'arrive aussi en Allemagne un peu pour les études et j'ai la grâce d'avoir des Werkstudenten, pour ceux qui connaissent, des alternances en Allemagne. Et ça permet un peu de me discipliner financièrement. Déjà, pour noter, je suis un qui me discipline vraiment beaucoup au niveau des finances. Wow. Donc, je peux confirmer. Tu dois nous partager tes best practices. Non, je peux partager cette expérience-là. Donc, je me rappelle, je vivais vraiment, quand j'ai pris ma première chambre en Allemagne, je ne payais pas grand-chose, 192 € le mois. Mais il faut noter où je vivais, c'était une Wohnheim, on partageait les chambres à croix. C'était vraiment un endroit où il ne faut pas dire. C'était du n'importe quoi. Quand tu es en la cuisine, pour moi, il y avait les cafards, mais je connaissais, j'avais un objectif en tête.
Ouais. C'était vraiment une discipline pour moi où je ne blaguais pas, je blaguais avec tout, mais je ne blaguais pas avec mes finances. Donc moi, j'étais calé là-dessus. Et je me fais un peu un package, j'essaie un peu d'épargner avec le VEC Student, de mettre les finances, de mettre les stratégies en place. Et après, je vois que j'ai un peu d'argent. Je demande à mon tonton, qu'est-ce que je peux faire avec l'argent? J'ai l'argent, j'aimerais. Je lui ai demandé, poser la première question, j'aimerais acheter un appartement. Je suis encore étudiant. Il dit, j'aimerais acheter un appartement. Ça fait 3 ans, peut-être 2 ans, je suis en Allemagne. Et j'ai envie d'acheter un appartement. C'est des gens qui font dans l'investissement. C'est ambitionné, hein? Je lui dis, je vais acheter un appartement. Il me dit, non, tu as tes conditions de vie en Allemagne en tant qu'étudiant où il y a une certaine paperasse derrière, ça va beaucoup te bloquer. Je dis, ok, avec l'argent que j'ai, qu'est-ce que je peux faire? C'est là où il m'envoie, je me génie martial, comme il appelle souvent. Et quand je change avec lui, il me dit, ouais, vraiment, il y a la bourse et tout. Bon, j'avais suivi parler de bourse, mais je n'étais pas trop intéressé et tout. Je lui demande comment ça fonctionne. Il me donne les informations, je m'avais cherché. À l'époque, j'étais à connaissance zéro. Ouais. Je crois que j'ai commencé en 2020, 2021, quand tu m'as mis la bourse. 2021. Je peux regarder ce que tu fais. Et quand je commence la bourse, mon premier trouble, c'était le Covid. Oh. Après, j'ai commencé le Covid après. Ça fait mal. Et ça ramasse tout mon argent. J'imagine. Et ça ramasse mon argent, je ne sais pas où commencer. Il me dit, ne ferme pas tes actions. J'ai acheté parce qu'il faut comprendre comment ça fonctionne. Tu achètes des actions, comme il a dit, tu peux perdre une action si l'entreprise chute. Donc, il y a des actions que j'achetais et tout. Directement, le crash tombe. Je perds beaucoup d'argent. Et quand je perds beaucoup d'argent, la chose que je ne fais pas, c'est d'essayer d'arrêter. Pour moi, je prends ça comme une occasion d'apprendre parce que là, je suis dans le beurre. Ça veut dire, on t'a jeté au milieu du lac, tu dois nager. Je perds mon argent, je dois nager. C'est ainsi que j'apprends sur le tas d'abord au départ, avant de me faire former, j'apprends sur le tas, en faisant des recherches de gauche à droite, savoir comment ça fonctionne. Je continue avec l'argent, mais j'investis, je vends, et au départ, je ne cherchais pas beaucoup. Ça veut dire, si j'avais gagné $5 quelque part, je prenais, je fermais, je revenais acheter peut-être pour $25 s'il y avait d'avoir acheté 20. Après, je perds, je ferme ici, je gagne peut-être $5 en plus, j'achète maintenant pour 30. C'est comme ça, il dit, ok, avec ce que j'ai mis au début, avec ce que j'ai perdu, je n'ai plus d'argent investi à l'intérieur. Premier objectif, c'est de retrouver la somme que j'ai perdue, avec la même somme qui me reste. Ah ouais. Mais je ne vais pas faire la même erreur. Et je me suis rendu compte que pour moi, pour mon expérience, j'ai gagné beaucoup en me lançant dans le bain. C'est vrai que c'était chaud, je l'appelais. Il appelait le génie Marseille, dit là c'est chaud, il y a ça se passe comment? Et c'est vraiment une période difficile parce que beaucoup de personnes, quand ils sont nouveaux et quand ils commencent et directement il y a un crash, ils commencent à paniquer, ils sont mal à l'aise. Et puis encore, il y avait les histoires de lièvres. Les gens me disent qu'ils associent, disent que ce n'est pas la même chose. Quand tu achètes une entreprise, tu es propriétaire de cette entreprise. Ça veut dire quand tu as du Apple dans ton portefeuille, tu reçois tout ce que Apple va gagner. Voilà exactement, il fallait faire cette nuance-là. Oui. Mais c'est une très bonne chose de commencer en bourse, surtout quand tu es seul par des échecs. Parce que le contraire, moi j'ai commencé par de succès. Ça veut dire quoi? L'année où j'ai commencé, je trouvais ça tellement facile. Donc tu achètes n'importe quoi, ça monte. Tu dis, mais putain, il y a ce genre de truc et les gens dorment, les gens font même quoi? Ils dorment même à l'école, on doit seulement faire ça. Mais quand la claque est venue, c'était terrible. Ouais. C'était terrible. Parce que quand tu prends une première claque dès les premiers jours, tu es prudent, tu es vraiment prudent. Mais dès l'instant où tout est réussi, tu deviens très imprudent. Tu ne fais plus les choses dans les règles de l'art et tout ça. Donc la claque que j'ai prise en 2018 était terrible. Ah oui, ouais. Ça je crois que c'est une loi qui se vérifie partout. Hein. Donc les enfants, tu vas voir avec les enfants génies. Donc quand pour eux tout c'est facile, ils pensent que tout est facile jusqu'au jour où ils ont un premier échec. Et là, c'est comme si la vie, voilà, la vie. C'est réellement ce qui s'est passé chez moi. C'est réellement ce qui s'est passé chez moi parce que quand j'arrive, quelques temps après le Covid arrive, ça me bouffe pratiquement près de 50%. Mais je décide de ne plus mettre. J'ai dit, ok, avec les 50% qui va le reste, c'est des 50%. Je dois monter. Égal ce qui se passe, je dois monter. Ça veut dire, pour moi, je peux, les jours où le marché ouvrait, la grâce que j'avais à cette période-là, c'était les cours étaient à la maison. Ça veut dire, lorsque j'ai fini mon cours à une certaine heure, j'ouvre mon ordinateur, c'est bourse. Wow, addict, bourse addict. Celle-là, elle devient bourse addict. Je ne sais pas combien de temps je passais derrière. Je m'asseyais par moment derrière la machine, 7 heures. Lorsque le marché ouvrait à 9 heures, il fermait à 22 heures, j'étais derrière la machine. J'avais mes pauses pour faire mes cours. Et je sais qu'à telle heure, je dois apprendre, mais après le reste, je suis sur la machine de chasser la bourse. Et c'est comme ça que, à travers cela, j'ai réussi à découvrir aussi des pépites, parce qu'il faut le dire, qui m'ont permis de remonter au portefeuille. Wow. J'ai découvert aussi des pépites, parce que je cherchais. J'étais dans des forums, je lui demandais au génie Martial, je veux connaître tous les sites que tu as connus qui t'ont permis de découvrir les actions. Il m'a envoyé, je veux connaître tous les sites. Égale le site, je veux connaître le site et je vais aller fouiller les informations. Et c'est comme ça que j'ai découvert des pépites qui m'ont permis aussi de monter. Et de là, j'ai aussi appris, j'ai côtoyé aussi d'autres personnes. Dans ce monde, ça devient un réseau. Wow. Je suis en avec quelqu'un, je te rends compte que telle personne connaît, c'est comme ça. Ouais. Mais maintenant, pour quelqu'un qui nous regarde, hein, parce que c'est vrai que là, on est en pleine bourse déjà et tout, ouais. On va un peu ralentir en considérant un peu les gens qui nous regardent et qui ne s'y connaissent pas, qui n'y connaissent rien. Ils ont peut-être déjà entendu le mot bourse, mais ils ne savent pas vraiment c'est quoi concrètement. Alors, est-ce que
Peut-être, Marcia, tu peux nous dire c'est quoi une action, c'est quoi un dividende? Est-ce qu'il faut être un expert pour commencer? Dis-nous un peu, parle-nous vraiment terre à terre, comme on dit chez nous là, terre à terre. Explique-nous, c'est quoi la bourse? Ce que je vais dire, c'est quoi? Je vais d'abord donner la définition de la bourse. Qu'est-ce que la bourse? La bourse, peut être vu, je vais faire une analogie, ça peut être vu comme un marché où on vient échanger les titres, où il y a un vendeur, un acheteur, et il y a maintenant quelqu'un au milieu qui fait le lien entre les deux. Et cette personne au milieu, là, c'est un courtier. Donc, si pour quelqu'un qui veut commencer en bourse, il a déjà choisi un courtier. Il y en a plusieurs qui sont régulés en Allemagne. Et dès que tu es sur cette plateforme-là, il y a des gens qui viennent vendre, il y a des gens qui achètent. Donc, tu peux acheter et vendre des titres. Ça peut être des actions, des matières premières, ça peut être de la crypto-monnaie, tout ce qui peut être tradé, en fait. Okay. Et maintenant, c'est quoi une action? Une action, je vais vous donner la définition en termes d'analogie, c'est une entreprise. Et les actionnaires sont les propriétaires de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Si tu veux monter une entreprise aujourd'hui, tu n'as pas assez de moyens, tu peux dire, bon, mettons-nous à 5, 6, 7 et on monte l'entreprise. Chacun met un peu d'argent et quand l'entreprise va rapporter quelque chose, on va gagner ensemble. Quand ça va, si l'entreprise perd, nous tous on perd notre argent. C'est aussi ça, quoi. Donc voilà comment je peux définir la bourse et les actions d'une certaine façon aussi facile. Je ne sais pas si Gabriel peut ajouter quelque chose dessus, mais bon, c'est l'explication la plus simple que j'ai trouvée. Je dirais aussi que pour ceux qui se demandent c'est quoi la bourse, si on a utilisé les termes, les actions, les courtiers, peut-être jusqu'à là c'est tout compliqué. Je dirais en deux mots, la bourse, c'est un système qui te permet, de garder ton pouvoir d'achat. Parce qu'il faut le noter, même au pays, où on prend soit les conditions au pays pour les gens qui boivent beaucoup. La boisson qui coûtait en 2000 peut-être 400 francs. Aujourd'hui, c'est le même goût, c'est la même bouteille, mais ça coûte 800 francs. Ça veut dire ici à l'époque, mon papa qui avait ses 400 francs avait gardé ses 400 francs, croyant que en 2026, il achetait la même boisson à 400 francs, c'est le même contenu, c'est la même chose, mais le prix a changé. Ça veut dire s'il a mis son argent là-bas, aujourd'hui, ça n'a plus de valeur, il est obligé de acheter le double. Ça veut dire, s'il était venu dans la même entreprise, les brasseries, il a dit, la bouteille qui coûte 400 francs, je vais acheter seulement une bouteille. Il achète, il dépose. Il achète, il dépose, il revient en 2026. La bouteille en coûtant 800 francs, il a la capacité d'acheter la bouteille là sans regret. Ça veut dire la bourse, c'est un système qui te permet de garder ton pouvoir d'achat. Quelque chose indépendamment du temps et du lieu. Waouh! Ça, c'est super important. L'analogie qu'il a prise est très bonne en fait. Elle est très bonne. Ça veut dire, au lieu de garder tes 400 francs, comme il a dit, tu achètes ta bouteille de bière, tu gardes, tu déposes. Même si la monnaie perd de la valeur avec le temps, l'inflation et tout, ta bouteille de boisson reste toujours la même en fait. Ouais. Voilà. Oui, c'est un peu ce que j'écoutais un monsieur qui parlait de développement personnel, développement financier. Il disait qu'au lieu d'acheter le téléphone Apple, mieux tu achètes une action chez Apple, ok? Parce que voilà, ça, le téléphone, Apple, ça va subir des fluctuations de prix en termes de prix, ok? Et pourtant, l'action, si tu investis dans l'action, plus l'entreprise fait des gains, tu gagnes avec l'entreprise et tu peux maintenir, comme tu dis, Gabriel, le pouvoir d'achat pour acheter ton prochain Apple. Non. Donc, ça veut dire, parce que tu as désolé, j'ai failli te couper. Non, c'est ça. En fait, je voulais clôturer. Je voulais, en fait, résumer ce qu'on a dit par rapport à la bourse concernant le pouvoir d'achat, parce que j'ai trouvé ça très pratico-pratique. Tu vois, c'est vraiment facile pour quiconque de comprendre que, voilà, tu achètes quelque chose, comme tu as pris vraiment l'exemple de la boisson, je crois que même nos parents peuvent comprendre ça. Et au lieu d'acheter la boisson, tu investis dans les brasseries, ok, et voilà, tu peux maintenir ton pouvoir d'achat. Super. Donc, maintenant, oui, vas-y. Pour clôturer cette petite parenthèse qui avait ouverte, je vais juste dire, si quelqu'un parle de bourse, il voit simplement, mon argent reste le même de 2026 où je commence à 2000 peut-être 40 ou 50 lorsque un objet ou un article aura augmenté. Donc mon pouvoir d'achat, pas mon argent, mon pouvoir d'achat. N'oublions pas de préciser à côté si on a choisi le bon objet. Parce que, comme je dis, il y a des entreprises qui meurent. À chaque année, il y a toujours des entreprises qui déposent le bilan. C'est la raison pour laquelle il faut choisir de très bonnes entreprises. C'est pertinent, super. Alors, si tu nous écoutes et que tu es passionné de bourse, et même si tu n'es pas passionné, ok, on n'est pas ici seulement entre passionnés, on est aussi là pour des personnes qui sont curieuses, des personnes qui sont curieuses et qui aimeraient savoir c'est quoi, j'entends toujours parler de bourse, c'est même quoi, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que ça peut m'apporter. Donc, on est en plein là-dedans. Donc, si tu as une question, n'hésite pas à nous laisser en commentaire ou bien à rejoindre le studio pour poser tes questions. Donc, maintenant, quelqu'un nous regarde et se dit, je veux commencer. Quelles sont les premières étapes concrètes que cette personne peut faire? Ouais. En Allemagne, la bourse a été vraiment démocratisée. Comme j'ai dit, il y a plusieurs façons d'investir. On peut investir auprès de sa banque.
La plupart des banques aujourd'hui proposent des dépôts. Je ne sais pas, les banques les plus utilisées en Allemagne sont les ING, Commerzbank et tout ça. Ils proposent tous des dépôts. Mais chez les banques, généralement, c'est un peu plus cher. Les frais sont un peu plus élevés pour investir. Donc, il y a ce qu'on appelle les néo-brokers qui sont présents en Allemagne aujourd'hui. On en a plusieurs. Donc, il faut chercher un broker déjà et avoir la documentation nécessaire. Ça veut dire quoi? Être en règle, en fait. Parce que pour s'inscrire sur un broker, on va te demander soit ton titre de séjour ou bien ton passeport, selon la nationalité que tu as. Donc, voilà ce qu'il faut déjà faire et tout. Ouvrir un compte. Et petit avec combien on peut commencer? Aujourd'hui, même avec 1 euro, comme j'ai dit, tu peux acheter une action. Ça serait une fraction d'action et tout. Donc, le montant ne devrait pas être une barrière. En fait, il n'y a pas de barrière à l'entrée de ce côté-là. Et la deuxième des choses que je dirais, c'est, selon la stratégie que tu as, se former. Quelqu'un qui dit, je veux faire la bourse, mais de façon vraiment passive. C'est-à-dire, je ne veux pas de stress, je ne veux même pas lire, ça ne m'intéresse pas. C'est dans tous les cas mieux d'acheter un ETF, comme on a dit. Il y a des ETF aujourd'hui, les ETF Monde, ETF, S&P 500 et tout, qui ont un rendement prouvé entre 5 et 7% par an, qui est déjà supérieur au taux, au rendement que la banque va te donner, le livret A va te donner, le tas d'escompte va te donner. Donc, c'est déjà, dans tous les cas, au-dessus de l'inflation. Donc, c'est une très bonne façon de placer son argent et tout. Dans ce qui me concerne, quelqu'un qui laisse l'argent dans un compte, un argent qui ne va servir à rien dans 5, 6, 7 ans, dans un compte, il est en train de très mal faire parce que cet argent se fait bouffer par l'inflation. Gabriel a parlé tout à l'heure du pouvoir d'achat. La boisson qui coûte, un verre de jus qui coûte 1 euro aujourd'hui, dans 3 ans, il va coûter 3 euros. Donc, pour ne pas se faire bouffer par l'inflation, il faut placer son argent dans un Tagesgeld Konto ou bien avec un ETF ou bien dans un autre investissement qui a un rendement prouvé et éprouvé par le temps. Donc, là, tu soulèves là aussi des erreurs, quelques erreurs que les débutants font. Est-ce qu'il y a comme ça d'autres erreurs que tu vois le plus souvent chez les débutants à la bourse, que tu peux peut-être partager avec nous? Il y a tellement d'erreurs. Tu peux donner quelques erreurs, il y en a tellement. Je dirais premièrement, la première erreur que je pouvais faire et que aujourd'hui je ne répéterai plus, c'est vouloir vite gagner. Sans c'est très important parce que la bourse c'est quelque chose qui passionne, qui est très intéressante, mais ça peut aussi, ça peut être comme un petit clou dans la chaussure. Là, il suffit d'un mauvais pied placé là et ça te pèse sur le pied. Ça te pèse sur le pied. Je dirais pourquoi? Parce que, prenons un exemple, tu vas simplement venir aujourd'hui voir qu'est-ce que le dernier scandale dans le monde qu'on a eu. Prenons un simple téléphone. On te dit aujourd'hui les données du téléphone, c'est les noms des entreprises, on est aussi là pour déléguer les entreprises. Prenons l'exemple d'un téléphone multimédia qui aujourd'hui peut-être coûte le téléphone en lui-même en bourse. Son action coûte $50. Tout fonctionne bien pour le téléphone. Un lundi, peut-être une entreprise américaine se lève là et dit qu'on connaît désormais le code qui fonctionne dans le téléphone, donc tous vos données sont dehors. Les investisseurs que nous sommes, on se presse, ou les grands investisseurs se pressent à venir retirer l'argent. L'entreprise a besoin de cet argent pour fonctionner. Et l'entreprise, la société, ou alors l'action de l'entreprise commence à perdre la valeur. On se presse à vous fermer. Et lorsque tu te presses, par exemple, moi, je me suis pressé à vite fermer, une action coûtait $50 parce qu'à cause d'un petit scandale, j'ai appris, je suis venu fermer. Quand je fermais, c'était peut-être à $45. Le lendemain matin, ils se lèvent comme ce sont des manipulateurs, ils te disent non, on avait fait l'erreur, c'était une mauvaise information. Ils sont plutôt performants. La même entreprise qui paye $45 se retrouve le lendemain en soirée, qui est en train de fermer, à $100. Donc, ce qui était là, ça fait peut-être 60%. Tu avais déjà fermé, tu n'étais pas patient. Tu as perdu de l'argent. Ah ouais. Et quand tu vois ça en train de monter, tu te presses encore à aller mettre, ça rejoint encore le même marché à cause d'une information qui sont en train de manipuler. Donc, je dirais, les erreurs à ne pas commettre, c'est de trop se presser. Investir sur des produits qu'on ne connaît pas ou on ne sait pas renseigner. C'est vrai, la bourse est très facile à investir, mais ça, c'est quand tu essaies de faire un peu d'effort. Un professeur me disait souvent, nous sommes là pour vous accompagner, pas pour vous enseigner. Je veux dire, on ne peut pas enseigner quelqu'un doit s'enseigner lui-même en faisant des recherches. C'est qu'on te donne, le manuel qu'on te donne, c'est pour t'accompagner. Mais l'enseignement, là, tu dois t'informer toi-même. Pour résumer, ce qu'il est en train de dire, c'est si tu décides d'acheter les actions, n'achète pas une action que tu ne connais pas. Pourquoi? Parce que quand tu ne connais pas une entreprise, le moindre petit bruit sur cette entreprise, que ce soit positif ou négatif, te fait paniquer. Par contre, quand tu connais très bien une entreprise, tu connais que l'entreprise, c'est une entreprise qui délivre des bons chiffres. C'est-à-dire, on a l'habitude d'avoir une augmentation du chiffre d'affaires, augmentation des bénéfices. Voilà ce que les prévisions donnent. Voilà ce qui fait à ce que cette entreprise, parmi ses pairs, parmi les gens de son secteur, est la plus solide. Quand on vient te dire quelque chose, tu la connais tellement que tu te dis que même si c'est un bruit dessus cette entreprise-là, je suis sûr qu'ils vont suivre parce qu'ils sont tellement indispensables qu'ils ne peuvent pas mourir en fait. Donc, tu t'en fous. Par contre, quand tu ne connais pas une entreprise, dès qu'on te dit quelque chose, ton cœur bat, tu vas vendre, tu veux te débarrasser de cela. Donc, c'est exactement cela. Il faut connaître l'entreprise que tu achètes. Si tu décides d'acheter les entreprises, de faire du stock picking. Il faut connaître super important, super important. C'est pour ça que l'information aussi dans le domaine de la bourse est franchement
Justement, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est bien comparé à ce qu'il y avait peut-être il y a 20 ans et tout. Il n'y avait pas les produits structurés. Aujourd'hui, on a les ETF. Pour celui qui n'a pas envie de se casser la tête, il fait juste ça et il dort tranquille. Il revient regarder son portefeuille même 6 ans plus tard, sans stress. Parlant de ETF, est-ce que tu peux expliquer encore pour les gens qui nous écoutent ce que c'est qu'un ETF? En effet, un ETF, c'est un panier. Et pourquoi ce serait une alternative moins risquante pour les personnes qui ont, voilà, qui ont une aversion au risque? Bon, pour cela, je vais présenter encore quelque chose. Je ne sais pas si... comment ça se passe? Je présente encore mon écran ici. Ouais, vas-y. Vous voyez mon écran. J'oubliais que vous voyez mon écran. Je pense que j'ai rien de nouvel. Alors là, tu vois mon écran, n'est-ce pas? Oui. Exactement. Ça, c'est un graphique concernant l'ETF SP500. L'ETF SP500 représente les 500 plus grandes entreprises. C'est en capitalisation, c'est 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est grand en capitalisation ou bien en prix. Non, c'est la capitalisation des États-Unis. Voilà les 500 plus grandes entreprises. Le graphique, si tu dis, si tu investis dans cet ETF et tu attends un mois, la probabilité de gain, d'obtenir un rendement positif est de 60%. J'ai dit un mois. C'est vrai que bon, mathématiquement, c'est pas impressionnant parce que normalement, quand on lance une pièce, ça sort, on a soit pile dans 50% de probabilité, mais on constate qu'ici, un mois d'attente seulement fait quitter les 50% là, te fait gagner 10% de plus. Ainsi de suite. Et on constate qu'à partir de la, disons, 16e année, on ne perd plus de l'argent. Ici, là, c'est le gain réel, c'est le gain corrigé de l'inflation. Le gain nominal, c'est sans compter l'inflation. Donc, voilà ça donne. Normalement, quelqu'un qui est dans le marché, après, disons, 16 ans, parce que 15 ans, c'est 9,99,5, après 16 ans, 17 ans, il est sûr que la probabilité de perdre 1 euro son argent est nulle. Donc, il sort de là gagnant. Qu'est-ce que le SP500? Le SP500, comme on a dit, c'est un panier d'actions qui contient les 500 plus grandes entreprises cotées aux États-Unis. Donc, en termes de capitalisation boursière, ça veut dire la première, c'est Nvidia, la deuxième, c'est, je ne sais pas quelle, la deuxième entreprise là. Nvidia, je crois, Google, ou bien Nvidia, Google, je ne sais pas trop, mais les premiers, les 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. Et il y a plusieurs ETF, il y a les ETF sectoriels, donc on décide de prendre rien que les entreprises qui sont cotées dans le domaine peut-être de l'énergie, et faire un ETF énergie, ou bien les ETF matières premières et tout, il y a plusieurs en fait. Donc c'est ça un ETF, un panier d'actions. Et l'avantage, je ne peux pas dire de l'avantage pour ceux qui ne maîtrisent pas, qui ne veulent pas se casser la tête de choisir cela, c'est que tu n'as pas besoin de trier les entreprises à l'intérieur parce qu'il y a des critères pour appartenir à ce panier d'actions-là. Et les critères, la plupart sont des critères de rentabilité. Ça veut dire que le simple fait qu'il y ait des critères pour appartenir à cela te garantit que tu as des actions qui sont quand même de qualité à l'intérieur. Et quand une action ne remplit pas ces critères-là, on va l'enlever et remplacer par une autre action qui remplit ces critères. Et on a montré que cette action, cet ETF-là a un rendement supérieur à 5% par an. C'est sûr. Je donne 5%, j'aime minimiser en effet, parce que d'autres disent les 8-7%. Mais moi, j'ai dit 5% pour être sûr que je ne suis pas en train de... au moins. Voilà. Et moi, depuis que moi, je suis dans le marché, il y a peut-être juste une seule année où ça a terminé à moins de 7%. Wow. Donc, vraiment, pour ceux qui ne veulent pas trop se casser la tête, investissez au moins, commencez déjà au moins avec le SP500. Donc, ça, on parlait des premières étapes, en fait, pour les personnes qui ont décidé de commencer. Et Marcia, tu partageais avec nous déjà de choisir une plateforme, voilà. Exactement. De se former, super important, de se former, d'avoir l'information, de connaître les entreprises où on veut investir notre argent. Donc, pour les personnes qui veulent acheter les actions directement, pour les personnes qui ne veulent pas trop se casser d'investir. Ils prennent un ETF qui représente le marché ou bien l'économie mondiale et ils restent tranquilles. Ça peut être le MSCI World, que moi, pratiquement, je ne conseille pas. Je préfère un ETF un peu plus dynamique. Je ne conseille pas parce qu'il est mauvais, parce que moi j'aime la performance, je préfère quelque chose de plus dynamique. Donc c'est la raison pour laquelle je vais regarder selon la période de l'ETF qui est le plus dynamique et je vais le prendre. Donc c'est un peu ça. Et depuis que j'ai commencé, l'ETF le plus dynamique c'est le SP500 ou le Nasdaq. Donc c'est la raison pour laquelle c'est ce que moi j'ai toujours eu à conseiller pour ceux qui veulent prendre les ETF. Donc pour ceux qui nous suivent, qui nous ont pris en cours, il y a Andrew James Becker qui nous salue, on te salue aussi. Il y a Yannick. Yannick, est-ce que tu peux nous dire depuis où est-ce que tu nous suis? Et peut-être si tu as des questions, tu peux monter aussi dans le live. Yannick Djoubou aussi. Est-ce que Chance Becker veut aussi monter dans le live? On peut accueillir jusqu'à 4 personnes en plus. Donc, n'hésitez pas vraiment à cliquer sur le lien pour entrer dans notre studio. On est là pour ça. On a pris ce temps pour parler de croissance financière parce qu'il faut qu'à la fin de cette année, que chacun ait au moins rentabilisé son argent, faire rentabiliser son argent au moins de 7%. Il dit au moins au minimum de 7%. OK? Super. Donc, si
on a parlé vraiment déjà de beaucoup de choses. Maintenant, c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui ont toujours peur, quoi. Hein. Ils mettent leur argent là, mais ils sont toujours en train de guetter. Ça fait comment aujourd'hui? ça fait comment aujourd'hui? Quel est le conseil peut-être que tu peux donner, étant donné que tu es passé par plusieurs étapes? Comment toi, est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu as fait pour gérer ces situations de peur où où tu te demandais, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais maintenant avec cette crise? Et particulièrement, tu as dit que la première crise qui t'a frappé, c'était la crise de Corona. Dis-moi le mindset que ça prend d'investir à la bourse. Avant d'arriver là-bas, j'aimerais d'abord qu'on casse quelques mensonges qu'on reçoit sur la bourse, que beaucoup de personnes qui sont débutants ou bien qui ne s'y connaissent pas ont sur la bourse, en effet. Et pour cela, j'ai repris ça ici dans un PowerPoint, très facilement. Le premier mensonge que j'aimerais qu'on casse, c'est celui-ci. La bourse n'est pas seulement pour les professionnels, en effet. Voici un des plus grands investisseurs de tous les temps, Ray Dalio. Voilà ce qu'il avait dit à ce propos. Un particulier, donc quelqu'un comme nous, il a plus de chances de gagner que quelqu'un qui est assis devant la machine tous les jours à acheter, vendre. C'est beaucoup de débutants pensent qu'ils sont plus malins que le marché et disent que bon, si j'achète, quand ça monte, je vends, je sors, j'attends que ça redescende et je rachète encore. Mais généralement, ça ne se passe pas comme ça. Parfois, ça monte de façon indéfinie. Et toi, tu es là, tu as retiré ton argent du marché, tu attends. Et l'action ne fait que monter de façon indéfinie. Moi, j'ai déjà vécu ça plusieurs fois. Et je pense que même Gabriel a déjà vécu cela plusieurs fois. Donc, beaucoup de personnes qui traitent, ils passent toute leur journée devant la machine. Parfois, ne sont pas rentables que quelqu'un qui a acheté et aller travailler, faire un autre travail et revenir peut-être 5 ans plus tard. Je te promets. Beaucoup de personnes ne le font pas. Ouais. Wow, mais c'est important ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils doivent seulement être traders, quoi. Donc, vraiment, 24 sur 24, ils doivent être là devant la machine, attendre que la bonne occasion. Et une autre information pour les traders. En moyenne, plus de 70% des personnes, et 70%, je donne tous mes chiffres au minimum, hein, pour ne pas me tromper, plus de 70% des personnes qui font le trading perdent de l'argent. Oh, ça je dois dire à ma fille, hein, parce qu'elle m'a dit il y a de cela une semaine qu'elle veut être trader. Elle a que 13 ans. Non, je me dis peut-être ils doivent perdre de l'argent peut-être parce qu'ils ne sont pas suffisamment formés, parce que c'est pas quelque chose, c'est pas une activité qui est facile en fait. Nous on passe le niveau du quartier, on vient dire qu'on va faire le trading, c'est pas comme ça. Il faut réellement se former, bien se former. Oui. Par contre, investir, tout le monde peut le faire. Même un enfant de 14 ans, il peut acheter, rester tranquille et aller dormir. Mais acheter, vendre, il faut être professionnel pour le faire. Et je pense aussi que des fois, quand on est très focus, des fois on perd on perd même la visibilité parce qu'on est là-dedans. Donc, il faut vraiment être un professionnel. Il faut vraiment être un professionnel. C'est pas une histoire de dire qu'on trade pas comme ça sans aucune connaissance, sans aucune formation. Et c'est aussi dû à un biais qui est commun aux êtres humains. Quand tu achètes une action et que l'action va vers le haut, quand tu as déjà gagné peut-être 20%, tu as toujours tendance à vouloir vendre et sortir du marché. Par contre, quand l'action va plutôt dans le sens contraire, quand tu es en train de perdre 10%, 20%, 30%, le même courage que tu as eu à couper à 20%, tu ne l'as pas pour fermer ta position à 30%. Et c'est comme ça que tu perds ton argent. Ce qui fait que tu peux trader toute une semaine, tu es rentable. De lundi à jeudi, tu es rentable. Le vendredi, tu perds et tu perds tout ce que tu as tradé en une semaine. C'est ça le trading, c'est compliqué. C'est exactement ça. Wow. Il faut avoir le cœur. Il faut avoir le cœur. Et j'ajouterais aussi à cela, il faut définir une stratégie. Exactement. C'est important de définir une stratégie. Au début, tu peux te jeter, comme on a dit, non, c'est jeté, on a appris dans le tas. Pour moi, ce qui me concerne, j'ai appris dans le tas et à côté de l'apprendre dans le tas, je me suis fait former. Mais après d'avoir appris dans le tas, où j'ai compris les bases et compris comment ça fonctionnait, j'ai défini ma stratégie. Wow. C'était quoi ma stratégie? Est-ce que je fais un trade de semaine? Est-ce que je fais une bourse sur la semaine ou je fais une bourse sur le mois? Ou en combien de temps je dois fermer une position, indépendamment si je suis en gain ou en perte? Selon les tendances de l'entreprise. Parce qu'enfin, il faut noter, chaque entreprise a un rapport. C'est pas, on parle de quelque chose de structuré. On parle de quelque chose de bien structuré. En fin d'année, tu as les rapports des entreprises. Pour quelqu'un qui a fait comptabilité, il est mieux placé, il est mieux averti pour savoir. Les gens qui ont les études de comptabilité de finance, ils seront très aptes à faire cela parce qu'il y a les bilans des entreprises chaque trimestre. Oui. Normalement, quelqu'un qui a fait comptabilité, il peut facilement avoir de la visibilité à l'intérieur. C'est pour ceux qui font le stock picking, bien sûr. Donc, comme je disais, c'est important d'avoir une stratégie. Mais si tu as défini une bonne stratégie, même la stratégie peut ne pas être bonne, mais si tu as défini une stratégie qui est passable, tu te stabilises. Si tu ne fais pas des erreurs de panique, j'ai peur, je me retire l'argent, non, je ne vais pas retirer, j'attends, est-ce que je vais voir, non, sûrement ça va encore monter. C'est en train de dire ça, on dit non, sûrement ça va encore monter. Non. Si tu définis une bonne stratégie, tu te mets dans l'équilibre. Je pense que tu peux te faire des 20%, 10% l'année. Et ce n'est pas petit. On va parler de 10%, nous on dit c'est petit, c'est pas petit. Pour un début,
10, 15, ça monte au fur et à mesure. Aujourd'hui, par exemple, je peux faire les 65%. Quelqu'un dit, mon gars, il me dit, mon petit, tu fais comment? Il peut faire les 65%. Lui, il adore trader et tout. Et moi, particulièrement, je le fais, mais juste avec une partie très infime de mon argent parce que je connais, je vais pas me faire les mots de tête, en fait. Non, moi, j'ai réussi à transformer, disons, ça fait combien? J'ai peut-être fait presque 500%. J'ai pris un mois pour faire peut-être 500% sur une position. En un jour, j'ai perdu presque plus de la moitié. C'est terrible. C'est pas... Mais bon, tu apprends aussi, hein, comme je pense qu'avec les hauts et les bas, c'est ça qui forme à la fin votre expertise. Hein. Et avec ça, vous pouvez enseigner, vous pouvez accompagner d'autres personnes. Et comme on parle même des premières étapes concrètes pour quelqu'un qui se dit, je commence, je me lance, je pense que c'est super important aussi de se faire accompagner. C'est super important d'être dans un cadre avec des personnes, des personnes ressources qui peuvent nous orienter, nous guider. Je pense vraiment que ça va faire la différence sur les résultats. Si on prend 2 personnes, le temps qu'une personne se lance toute seule, elle apprend, elle regarde ici, elle se forme, certainement qu'elle va finir avec un résultat relativement plus petit que quelqu'un qui s'est fait accompagner, qui a gagné en temps, parce que voilà, avec la connaissance des personnes ressources, à la fin, elle va certainement finir avec un meilleur résultat, je me dis. Et bon, le deuxième mensonge que j'aimerais qu'on enlève de notre tête, c'est le fait de dire que la bourse est compliquée. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a, pour ceux qui veulent quelque chose de compliqué, pour ceux qui veulent quelque chose de simple, c'est-à-dire les produits structurés et tout. Et de l'autre côté, on a le stock picking, donc choisir soi-même ses entreprises. Et beaucoup de personnes aussi pensent que comme on est en Allemagne, l'État sera toujours là pour aider les gens, pour guider les gens, en effet. Sans savoir que la seule chose que l'État veut des gens, c'est bien leur contrôler pour savoir là, comment ils gagnent leur argent et couper leur part d'impôts et tout ça. Donc l'État n'est l'ami de personne. Du moins, c'est ce que moi je me dis. À l'État, je n'ai jamais vu où l'État surtout le finance, on veut que tu gagnes beaucoup d'argent, en effet. Donc, il faut déjà enlever le fait de penser que ton banquier, celui qui va t'appeler tous les jours, que monsieur tel te parlait gentiment, là, qu'il t'aime trop. Le mec, lui, comment on appelle ça? Il calcule son argent parce qu'il sait que si tu achètes un produit chez lui, il aura ses commissions. Donc, beaucoup de personnes se disent que non, le banquier est leur ami et que l'État va les aider avec la retraite ou bien n'importe quoi et tout. Pourtant, ce n'est pas le cas. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais aussi. Il faudrait qu'on enlève de notre tête, en effet. Ouais. C'est ça qui pousse beaucoup de personnes à ne pas se lancer. Ils se disent que bon, je vais m'aller là-bas, je vais gagner de l'argent, mais dans tous les cas, j'aurai ma retraite. Non. Dans tous les cas, même si c'est dû n'importe comment en Allemagne, l'État va trouver un moyen pour nous partager l'argent ou bien faire n'importe quoi et tout. Pourtant, c'est faux. Je pense que ça serait le cas. Je pense pas. Et un autre mensonge, oui. Non, et l'autre, c'est on n'a pas besoin de gros revenus. Même 400 € par mois que j'ai pris là, c'est beaucoup parce que, comme j'ai dit, moi, j'ai même pas commencé avec 50 €. Et si on va avec un rendement, comme j'ai dit, moi, depuis que j'ai commencé, il n'y a qu'une seule année où le SP500 n'a pas fait plus de 12%. Donc, j'ai pris 10%. Si tu mets 400 € chaque mois dans un ETF, SP500, comme j'ai dit, avec le rendement analysé de 10%, tu te retrouves exactement à cette somme-ci. Après combien de temps? Après, attends, c'était combien d'années? 200 mois. Après, 200 mois. Ça correspond à combien d'années? Moins de 20 ans dans tous les cas. Moins de 20 ans, oui. Oui, je crois que j'ai choisi le nombre de mois là en tenant compte du moment à partir duquel on ne paie pas de l'argent. J'ai montré un graphique tout à l'heure qui nous disait qu'à partir de la 16e année, 17e année, on estime qu'on ne paie pas de l'argent. Je crois que c'est par rapport à cela que j'ai choisi ce nombre de mois là et tout. Ça, c'est si tu le fais toi-même. C'est-à-dire que tu achètes ton ETF toi-même chez ton broker, tu gardes toi-même, tu gères ça toi-même. Par contre, si ton banquier, le banquier qui t'appelle tout le temps là, qui dit, monsieur, vous avez l'argent dans votre compte, est-ce qu'on peut multiplier cet argent là? Lui, il va prendre ton argent, acheter la même chose, parce qu'eux, ils ne font pas autre chose que ça. Hein. Ils achètent les mêmes produits que quelqu'un qui a la bourse achète. Voilà exactement comment lui, quand il achète, il va mettre ses frais de gestion dessus, disons 2%. Tu quittes d'un rendement qui était à 10% pour tomber à un rendement de 8%. Ça veut dire que tes 215 000 là ne seront plus 215 000, ça serait maintenant 162 000. Donc tu auras donné 53 000 € à la banque. C'est que beaucoup de personnes oublient toujours quand on fait les calculs. Je pense même ceux qui ont peut-être l'habitude d'investir dans l'immobilier ou bien n'importe autre chose et tout, quand on fait les crédits et tout, on oublie toujours l'effet des intérêts composés. Quand on te dit tu vas gagner 10% et on vient subitement te dire que non, si les 10% là tu vas gagner seulement 8%, tu te dis mais 2% de différence, c'est pas beaucoup, hein. Je préfère donner 2% de différence et le banquier là, comme il a fait de grandes études de finance et tout, il va gérer ça pour moi. Sans savoir que tu es en train de donner 53 000 comme ça. Si on va du postulat où tu mets 400 € chaque mois. Oui, alors, parce que tu fais cumuler des intérêts, c'est ça. Exactement. Et c'est ce que beaucoup de personnes ils connaissent, mais quand ils prennent le BIC pour calculer, en effet, mais sur le coût, ils ne connaissent pas ça, en fait. Moi, mon prix... Vas-y. J'aimerais aussi ajouter que les chiffres de 400 € ne vous fassent pas peur. Là, on parle peut-être du cas de quelqu'un qui a peut-être un revenu mensuel
par mois, peut-être 1200 € et qui décident de vivre avec moins de 500 € le mois. Ou peut-être avec 500 €. C'est encore possible en Allemagne. Pour ceux qui vivent dans les pays, c'est possible. Mais je dirais, moi, je partais mon expérience à moi. Et le génie Massaf me dit le concret. J'ai commencé en ETF, il peut vous tirer les témoins. Il y avait 5 €. C'est lui qui avait confirmé. Il avait dit que même c'est 1 €. Parce qu'il disait que non, il dit que même fait d'abord 1 €, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une honte. C'est pas vrai. Oui, pas J'ai commencé avec 5 €. Oui. Et j'ai changé ça en 2022 que j'ai changé. Waouh! Est-ce que quelqu'un a entendu ça? J'ai vu une certaine Émérance qui est entrée dans le studio. Est-ce que c'est trompé ou bien elle voulait vraiment entrer dans le studio? En tout cas, si Émérance nous suit, elle peut monter dans le studio si elle a des questions. Mais je suis choquée, quoi. Qu'est-ce que tu me dis là? 5 €, tu commences chaque mois avec 5 € et raconte-nous ça. Non, je vais aller sur le début. J'avais commencé sur un autre broker où j'allais avec les actions et c'est allé étape par étape. Je n'ai pas pris tout d'un coup. J'ai commencé quelque part avec les actions. Sur un broker, oui, il m'a toujours appris comment ça se passait. J'ai appris là-bas, j'ai compris le process. J'ai compris les actions qui étaient potentielles ou alors les ETF qui avaient un potentiel à l'avenir. Je suis allé sur un autre broker, je lui ai demandé comment ça se passait. Il m'a montré comment ça se passait là-bas. J'ai pris le temps. Parce qu'on parle d'argent, on ne se jette pas dans quelque chose, on ne connaît pas avec tout l'argent. Parce qu'on a appris que ça gagne. Il faut comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc j'ai commencé à investir 5 €. 5 € ici, 5 €, 5 €. Pendant au moins 2 à 3 ans et demi, j'ai vu le potentiel que ça me donnait. J'ai compris ça, c'est pas sur 2 ans, ça me donne ceci. Ça veut dire c'est quelque chose qui a du potentiel. Et là, je suis passé à un autre niveau. Je n'ai pas directement mis beaucoup d'argent aussi. Je suis maintenant passé à 30 €, j'ai doublé. J'ai commencé à mettre 30 € pour observer comment ça fonctionnait. Je vois sur un an, ça continue. Comme ça, je passe. Je ne pas dire il faut définir sa stratégie. Ça fait partie d'une mini-stratégie que j'avais définie. Une stratégie, ça veut dire tu n'as pas besoin de dire c'est quand je vais 100 €, c'est ne pas mettre 100 €, c'est mettre non. Même le 1 € que tu mets, ça te permet de voir. Parce que le 1 € ça te fait sur 100, le 1% ça te fait sur 1 €, sur le même 1% ça te fait sur 30 €. Oui. 1 €, tu peux voir le potentiel d'une action. Si tu dois continuer à investir à long terme ou pas. Tu peux faire des recherches maintenant en passant pour les frères qui sont en ligne. Tu peux faire vos recherches maintenant. On a l'intelligence artificielle qui peut vous donner, qui peuvent aller chercher les résultats des entreprises pour vous. À vous donner ça en PDF. Vous n'avez qu'à télécharger et voir comment y adapter en fonction de vos stratégies. Ça nous a rendu la vie tellement facile, je te jure. Oui. Tellement, parce que lire le rapport financier d'une entreprise, pire encore pour quelqu'un qui n'a pas de base en comptabilité, c'est compliqué en fait. Parce que moi, je n'ai pas de base en comptabilité, je n'ai pas fait comptabilité, mais il faut faire ça si tu veux passer au stock picking. Tu es obligé de le faire. De t'intéresser aux résultats des entreprises. Aujourd'hui, on a Gemini, on a nos qui résument. Et donc, tu peux créer tes prompts et tout ça, c'est tellement cool en fait. Donc, à partir de là, tu peux faire tes recherches sur les actions que tu veux investir. Comme on a dit, tu ne vas pas te casser la tête, tu veux savoir 10 actions sur lesquelles tu peux investir ou 10 actions sur lesquelles tu peux investir à un fort potentiel en fonction des analyses que tu as, en fonction de l'état de la géopolitique présente, parce que ça a aussi une influence. Savoir, ok, voilà les actions ou voilà les 5 que je peux m'asseoir et définir. Je me dis, sur un an, je vais observer. Même les résultats sur un an peuvent te donner une orientation sur 10 ans. C'est ce que beaucoup de personnes ignorent. J'observe. Et les gars, vous savez, j'ai l'impression que celui qui n'investit pas maintenant, franchement, il passe à côté de quelque chose. Pourquoi? Parce que avec l'IA aujourd'hui, l'intelligence artificielle, les effets sont multipliés. Tu as l'information, en fait. Tu as l'information, tu as beaucoup de choses qui peuvent t'aider dans la décision que des personnes, il y a de cela 10 ans, n'avaient pas. Il y a de cela 10 ans, c'était plus difficile d'investir. On pouvait tâtonner parce qu'on n'a pas l'information. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on a, IA, etc., on peut vraiment avoir les informations, les bonnes informations qui nous permettent d'investir, quoi. Donc, vraiment, si quelqu'un nous suit là et qu'elle hésite encore, il n'y a pas lieu d'hésiter. Il n'y a pas lieu d'hésiter. À la fin de cela, je vais mettre le numéro de Martial en commentaire pour ceux qui, peut-être, qui hésitent encore ou bien ceux qui veulent commencer et qui se disent que mais j'ai besoin d'un accompagnement, de quelqu'un qui va me guider. Je vais mettre ses contacts et vous pourrez le contacter. OK? Parce que moi-même, j'ai fait sa connaissance il y a de ça quelques mois et il m'a conduit petit à petit. C'est vrai que je m'intéressais déjà à la bourse depuis pas mal. Mais franchement, avec toute la connaissance qu'il a et son expérience, ça m'a juste aidé à dupliquer, comment on dit ça, et à scaler, si tu veux. À scaler et surtout à comprendre, en fait, à comprendre ce que je fais. Donc, je voulais, parlant d'intelligence artificielle, comme on disait tout à l'heure, je voulais par exemple montrer, ça c'est un gemme que j'ai eu à créer. Et à l'intérieur, ça me permet de aussi rapidement avoir un coup d'œil aussi rapide sur une entreprise. Admettons, je m'intéresse à une entreprise comme SAP, que je tape juste le nom là. Regarde ce que ça va me produire. Attends, SAP.
ça produit tout, ça prend. Je lui ai demandé d'aller dans le rapport financier parce que je dis, on prend la décision d'achat toujours en se servant du rapport financier parce que c'est pas bien d'aller suivre les trucs sur Internet ou bien la télévision et tout. Il faut lire le résultat financier, c'est ça qui est le plus important. Regarde tout ce que ça m'a produit, ça donne le modèle d'affaires, dans quel domaine l'entreprise intervient, comment il gagne de l'argent, ça te donne dans quel domaine l'entreprise travaille et tout, le nombre de clients, le nombre d'abonnés. Ça te donne tellement d'informations sur l'entreprise, ça te dit à quelle phase d'évolution l'entreprise se trouve, les résultats. Ça te donne tellement de choses. Donc voilà comment l'IA a permis à rendre l'investissement facile aujourd'hui. Wow. Donc on investit sur la base des informations fiables, pas sur la base du Congosa d'Internet. Mon oncle m'a dit quelque chose comme ça. Non, ça doit sortir des rapports. Et la chance qu'on a, c'est que tout ça se retrouve dans les rapports financiers et dans les prévisions que font les analyses et tout. Et les prévisions, nous-mêmes, on peut juger selon ce qui s'est passé dans le passé. Est-ce que les analyses ont toujours eu de bonnes prévisions concernant l'entreprise? Cela compte aussi. Si c'est une entreprise qui est prévisible, ça veut dire qu'il y a de fortes probabilités que ce qui s'est passé ce qui a eu dans le passé se reproduit dans le futur et tout ça. Donc, il y a tellement de choses dans les rapports qui permettent de savoir si on doit signer sur une entreprise ou pas. Donc, c'est ça. Il ne faut pas oublier qu'avec le temps que vous passez dans l'investissement ou dans la bourse, dans le crédit, vous avez désormais ce qu'on appelle le full développer un flair. À chaque petite situation, tu connais désormais quelle action va être impactée. Tu connais l'action qui va perdre la valeur, l'action qui prendra de la valeur. Wow. Un exemple simple. Avec la guerre en Ukraine, lorsque l'Allemagne a décidé de se réarmer, celui qui était dans la bourse depuis connaissait déjà qu'il y avait l'entreprise Rheinmetall où il fallait investir. Oh. Et que quelqu'un qui a le flair, c'est que là, il veut investir dans Rheinmetall. Moi, je ne connaissais pas Rheinmetall. J'ai découvert ça comme ça, mais c'est comment on a fait ça. Mais le temps pour moi de dire, oh, investir, j'avais d'autres cibles sous la main. Comme des entreprises qui parlaient du quantum, j'avais parlé au partage sur le grand Martial. Moi, j'avais l'idée là-bas, je pensais que là, il y avait déjà une pépite là-bas, donc Rheinmetall m'intéresse. Mais celui qui avait compris qu'il y avait un mec là sur Rheinmetall avait fait plus de 1000%. C'est-à-dire que si j'avais mis 1 € dessus en disant que bon, j'ai laissé, je reste tranquille. Mais peut-être presque 2000%. 2000. Voilà, tu as mis seulement tes 100 €. Ça, c'est pour les débutants. Mais quand tu es un gars qui investit à l'intérieur chaque jour, tu sais, il y a des gens qui peuvent passer aujourd'hui qui mettent 2000 € par jour. Si tu as mis 2000 € et tu as décidé de fermer les yeux. Wow, c'est bouleversant. Hein? Aujourd'hui, tu as 2000 € fois 2000%, tu vois combien tu te retrouves. Wow. Il y a, avec le temps, avec un peu de temps, avec 1 an d'expérience, si tu es assis là comme ça, chaque jour en fouillé, tu développes un flair de l'information. À chaque petit mouvement, tu sais quand je dois fermer, quand je dois ouvrir une position. Donc, il y a des informations par moi. En se faisant accompagner, on finit par découvrir ça. Ouais, je pense que l'accompagnement est super important. Et je dirais aussi, vraiment, on ne fuit pas son mentor. Quand on se fait accompagner, on commence à gagner, on fuit. On ne fuit pas. Donc, comme il dit mon grand Martial, il faut qu'on apprenne à créer cette communauté. On partage, on ne devient pas riche seul. Et on cette communauté. Mais dans beaucoup de forums de Camerounais, c'est du genre où on ne parle pas. C'est dommage. On fait des actions, mais personne ne parle. Pourtant, c'est le moment où on devrait se donner les tuyaux, machin et tout, mais personne ne parle. Et quand déjà les gens ne parlent pas, même tu écris, on ne répond pas, il y a de fortes chances que tu n'écrives plus ou bien que tu ne communiques plus. Parce que en communiquant, même avec quelqu'un qui a moins de connaissances que toi, ça c'est très bénéfique, surtout dans ce monde. Parce que tu ne peux pas avoir toutes les informations au même moment. Pendant que je m'intéresse à la guerre en Iran là-bas, quelque chose se passe au Venezuela. Je ne suis pas au courant. Par contre, si on est dans un groupe, il y aura une personne qui aura ça, il va partager, l'autre aura ça, il va partager. C'est comme ça que vous êtes assez. Et c'est pour cette raison que je pense que on attire souvent les personnes qui sont un peu comme nous, tu vois. Je me rappelle que j'avais posé une question dans un groupe où j'étais avec Martial et vraiment personne ne m'avait répondu. Mais lui, il a pris la peine de m'écrire en inbox pour répondre à ma question. Tu vois, ça ce sont des choses que ce n'est pas, ça ne se passe pas, c'est pas quelque chose de récurrent dans notre milieu. Et moi, c'est ce que je fais. Je fais pareillement hein, quand je suis quelque part dans un groupe et qu'il y a quelqu'un qui soulève une thématique comme la santé, où c'est mon domaine, j'aime, je vais directement m'adresser à la personne pour lui dire, voilà comment je peux t'aider. Et juste ça nous a permis de nouer ce contact et on est en train d'évoluer. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment comprendre dans notre communauté africaine, européenne, diaspora, etc., ce que tu veux, que personne ne peut grandir seul. Et c'est pour ça que j'ai créé cette plateforme aussi, non pas seulement de croissance personnelle, spirituelle, mais aussi de croissance financière, parce que en fin de compte, on aimerait se retrouver dans des positions où on peut faire de grandes choses. Ok? Et j'apprécie vraiment beaucoup ce mindset-là de partage que Martial a et voilà, que vous avez, de pouvoir tirer les autres dans votre domaine d'expertise, des personnes qui ne s'y connaissent pas, qui sont intéressées et qui n'ont pas encore la connaissance qu'il faut. Et moi, j'apprécie beaucoup cela. Et c'est pour ça que je veux dire encore à quelqu'un qui nous écoute ce soir que de ne pas trop traîner, de ne pas
voilà, perdre du temps de se lancer. Parce que comme vraiment Cabrel a si bien dit, on ne peut pas devenir riche tout seul, quoi. On a un vieux proverbe qui dit qu'on n'attache pas un balai tout seul, c'est ça? On n'attache pas le balai tout seul. Avec une main. Avec une main. Une main n'attache pas le balai. On n'attache pas un sac. Comment? Une main n'attache pas un sac ou elle n'attache pas un balai. Une main n'attache pas un sac ou bien une main n'attache pas un balai, quoi. Donc, c'est ça. Et j'apprécie beaucoup. J'ai souvent l'exercice qui fait souvent avec mon grand Martial. Quand je découvre quelque chose, là, je me saute sur le téléphone. Quand il voit mon téléphone sonner, c'est que le type m'appelle me dit qu'il a découvert quelque chose. Et directement, c'est comme ça, vice versa. Dès qu'il va courir, il m'a dit, mon petit, est-ce que tu as vu ça? Et c'est comme ça, on se lance. Donc, c'est vrai, ça peut arriver qu'on paie, ça peut arriver, mais très souvent, on a l'information. On a l'information. Quand tu trouves quelque chose, tu lances. C'est comme ça, l'information circule. C'est ça qui encourage aussi l'autre à te donner. Et c'est que tu es celui qui c'est même pas très intelligent à la bourse de connaître et de ne pas parler à son voisin, parce que la bourse c'est un marché où il y a les vendeurs et les acheteurs. Plus les acheteurs sont nombreux, plus la bourse de marché ça va monter en fait. Donc si tout le monde investit ça en bourse, une société, on est sûr que la société aura toujours les moyens pour gagner de l'argent. Et si tu investis dans la société, tu vas en profiter. Donc je trouve que c'est quelque chose qu'il faut démocratiser. Aux États-Unis, c'est clair que plus de la moitié de la population, parce que chez eux, ils n'ont pas le style de retraite qu'on a ici en Allemagne. La bourse, c'est quelque chose que tout le monde connaît en effet. Ici, il y a plein de personnes à qui tu dis bourse, ils te disent c'est la nappe, on vole l'argent là-bas, ou bien quelque chose comme ça et tout. Quelque chose qui n'a même pas de sens en effet. Une ignorance. Mais c'est comme ça, oui. Wow. En tout cas, j'ai beaucoup aimé aussi ce que Cabrel a partagé avec nous. J'ai vu beaucoup de diligence, vraiment d'acte ténacité, commencer et être constant. Et moi, je crois aussi profondément que Dieu nous appelle à être sages dans la gestion de ce qu'on a. Et il y a un verset biblique qui dit que celui qui est fidèle avec des petites choses, on lui en confiera de plus grandes. Donc, plus tu gères bien le peu que tu as, et c'est comme ça que ça va croître, ça va prospérer. Donc, si tu devais laisser, si Martial ou bien Cabrel, tu devais laisser un message à quelqu'un qui hésite encore. C'est vrai qu'on a déjà tout dit. Mais je sais qu'il y a encore toujours des gens qui vont dire « Ah, dis donc, c'est la nappe. » Il dit ça parce que... Je suis sûre que quelqu'un va nous écouter dire vraiment que « Ah, les histoires là, non, je ne suis pas là-dedans. Mon cœur balance. Mon cœur... » C'est la crise cardiaque, c'est le cardio, je ne suis pas dedans. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une telle personne? Non, en ce qui me concerne, je partagerai avec mes frères avant de laisser le panel, c'est il faut oser. Il faut se dire, on commence quelque part, il y a une certitude qu'on commence, on ne termine jamais mal. On ne termine jamais mal si on est persévérant. On peut mal débuter, mais on va bien terminer si on est persévérant. Comme on l'a bien mentionné, le salaire à lui, ça ne suffit pas, surtout dans ce pays. Il faut regarder ailleurs. Et la bourse, pour moi, jusqu'à présent, jusqu'à preuve de concret, au vu des résultats que j'observe, par moi, de mes résultats, je pense que c'est la meilleure décision que je pourrais prendre. C'est la meilleure décision. Moi, je peux pas dire dénigrer peut-être l'immobilier, mais à mon statut présent, je pense que l'immobilier, pour moi, passera en deuxième plan. La stabilité passera en premier plan. Parce que je sais que c'est quelque chose où je peux conclure, je peux m'asseoir, observer et voir, dire, OK, j'ai l'information, je sais où je vais aller chercher. Je me fais accompagner, je partage l'information, comme je partage, je reçois, je sais prendre les bonnes décisions en fonction des retours que j'ai. Ça veut dire, il y a ce qu'on appelle, ça devient comme un pattern. On essaie de partager. Je prends ici, je donne ici, en récupérant ici, ça complète les informations que j'avais, ça me permet de prendre des dispositions. Je n'attends pas parce que si je n'ai pas 2000 €, comment non? Moi, j'ai parté mon expérience à moi, ce qui me concernait. J'ai commencé avec 5 €. C'est-à-dire l'argent du donneur là, le donneur qu'on mange en Allemagne qui est. Vous savez ça que moi je commençais. Dans les mangeurs de donneurs là doivent apprendre une leçon. Hein. Tu donnes une leçon, ça fait. En passant, ça c'est un secret. Quand tu commences, c'est pas un secret, mais c'est un conseil, quand tu commences à investir, si tu as un désordonné financier, que tu dis je ne peux pas gérer mes finances, commence à l'investissement en bourse. Tu vas savoir ce que chaque 5 francs fait et ce que chaque 5 francs peut produire. Depuis que j'ai commencé et j'ai essayé, je me suis rendu compte que même avant d'acheter un dollar pour manger, je me rends compte que c'est l'argent que j'ai fait gagner. Je peux le multiplier. Wow. C'est une discipline. Pour nous qui sommes dans la diaspora, on a ce problème où constamment la famille pose les problèmes. La famille te pose besoin de 200 €, tu donnes tu donnes pas, tu sais pas. Moi, la famille me pose un problème au lieu de 100 €. Je sais que j'ai 25 € parce que 75 € doivent produire l'argent. Les prochains 25 €. Ça te discipline. Tu es obligé de t'adapter avec ce que tu peux mettre, ce que tu souhaites. Parce qu'il y a ce qu'on souhaite et ce qu'on fait. On souhaite donner 25 €, on se trouve en train de donner 100 €. Et la bourse te permet de faire ce que tu souhaites faire et non ce que tu es obligé de faire. Non. Ce que tu souhaites faire, c'est 25 €. La bourse te permet de donner seulement les 25 € et de limiter là. Parce que ça te discipline. Wow. C'est vrai. Tu as parlé là, ça m'a rappelé le livre d'un. Il y a un Africain qui écrit le livre là, La chèvre de ma mère. Je ne sais pas si tu as lu le livre là. Tu as lu ce livre là. J'essaie de me rappeler le nom de ce. Non, je ne me rappelle plus son nom, mais j'ai lu ce livre avec la chèvre de ma mère. Ricardo Kanyama.
Oui. Ricardo Kanyama, et j'avais beaucoup aimé, j'ai écouté son livre et à un moment donné, justement, il disait que quand il commençait à recevoir des demandes d'aide, il calculait ça en termes de chèvres. Donc, si une chèvre coûtait 25 000 et que quelqu'un lui demandait 25 000, il voyait donc que son cheptel de chèvre diminuait d'une chèvre. Là, il a compris que mais une chèvre là, mais c'est beaucoup. S'il en donne comme ça chaque année, une chèvre même seulement par mois, mais il va se retrouver qu'il n'a plus rien en fait. Et c'est vraiment pertinent de voir ça sur cet angle-là, de voir, OK, cet argent, ça a l'air d'être petit. Tu as parlé de 100 euros. 100 euros, c'est un argent que vraiment quelqu'un va acheter son dona là sans problème. Il se dit qu'il est en train de nourrir son corps, même comme il faut qu'il se détoxifie après parce que le dona n'est pas forcément sain. Donc, il achète le dona, il mange le dona et puis il est obligé d'acheter encore les compléments alimentaires pour se détoxifier. Donc, il dépense. Alors qu'il pouvait mettre, il aurait mis même 3 euros. 3 euros à la bourse et il aurait gagné. Wow. Une question de discipline, moi je dirais c'est le mieux. Moi j'ai compris c'est la meilleure façon de se discipliner. Et c'est le conseil même que je donne à des jeunes cadets qui viennent d'arriver. Moi je donne le conseil de prendre ton argent, va mettre en banque, d'investir. Moi je dis ouvre la bourse parce que je sais que ça va te discipliner. Moi je suis tu vas être regardant avec l'argent en fait. On t'a peut-être dit que alors en boîte n'importe comment tu vas partir parce que tu sais qu'avec ça j'ai une action Mercedes ou bien n'importe quoi, même comme Mercedes c'est pourri et tout ça. Mais bon. Je vais parler une anecdote avec une connaissance qui me demandait pourquoi investir, c'est important d'investir. Pourquoi investir c'est important? Je vous dis, dès qu'on a ouvert, chez eux, on est parlé dans les grands brokers, on allait à la banque Crédit République. On a ouvert un compte, j'ai commencé à faire, elle investissait 25 euros. La connaissance est versée 25 euros. Au jour d'aujourd'hui, elle ne fait plus les achats n'importe comment. Il faut m'appeler, mon ami, en fait, tu m'as donné ce gars. Il dit, mais c'est toi qui m'es sorti, non? Quand les gars partaient voir, il dit que non, moi, l'argent là peut m'aider à acheter 22 actions. La personne est devenue maniaque de l'investissement. Wow. Elle est disciplinée. Pourquoi? Parce qu'elle a vu ce que son agent pouvait produire. Oui. Elle voit de ses propres yeux. Ce n'est pas l'argent qu'elle a mis en banque, comme elle dit, attends, peut-être ça a fait. Non, c'est que tu vois ton argent devant toi chaque jour quand tu ouvres ton application. Tu regardes, tu vois ce que ça te produit. Et de là, les projets concrets viennent. Parce que tu sais, quand tu retires l'argent, ça diminue. Tu te dis, ah, si j'avais ça aurait fait 2%. Si ça fait 2%, ça peut faire. Oui, c'est comme ça, tu commences à travailler ton mindset. C'est très important. Ouais. Il faut vraiment être intentionnel avec chaque cent qu'on gagne. Il faut vraiment avoir une intention derrière que ça produise, quoi. Que ça produise d'autres petits bébés. Et comme on parlait d'immobilier tout à l'heure, justement, dans cette série de croissance financière, je vais inviter aussi une dame qui va nous parler de l'immobilier. Et par rapport à ça, je te rejoins parce que la bourse va te permettre justement de produire le capital, si tu veux, même si c'est à long terme, évidemment pour les personnes qui commencent à investir très jeunes, ça peut vraiment, ça a la capacité vraiment de propulser ton apport personnel et même plus quand tu voudras investir dans l'immobilier. Ou bien Martial, qu'est-ce que tu en penses? Oui, là, je ne sais pas trop, mais je crois que ça ne peut pas t'handicaper dans tous les cas, parce que des personnes, quand ils veulent acheter le bien immobilier, quand on demande l'apport personnel et tout, certaines personnes montrent aussi leur portefeuille boursier. Je crois que ça compte, parce que le code d'un portefeuille boursier, c'est quelque chose qui est, comment je vais dire, si tu veux transformer les actions qui sont à l'intérieur en argent, il suffit que le marché soit ouvert, tu vends. Tu fais une opération de vendre rapidement et tu as l'argent. Donc, je pense que c'est plutôt positif dans le lever pour obtenir un crédit ou bien, c'est positif, ça aide. Ok. Donc, ça aide même avant. Je veux dire, si quelqu'un va investir dans l'immobilier, il n'est pas obligé d'attendre 7 ans, 10 ans pour avoir le cash, mais déjà, avec son compte boursier, son compte à la bourse, il peut obtenir un crédit à la banque. Puisqu'il y a même des brokers qui offrent ce qu'on appelle l'hypothèque sur les sommes. Donc, si tu as peut-être tes actions, tu veux acheter un bien immobilier, tu n'as pas envie de vendre tes actions. Parce que tu te dis, bon, dans 5 ans, 4 ans, je pense que ça va monter ou bien quelque chose comme ça. Je n'ai pas envie de vendre, mais je veux un bien immobilier. Ils peuvent te donner une certaine somme, une hypothèque sur la somme que tu as. Et on te donne cela en argent, on vit dans ton compte. Et avec ça, tu peux faire l'apport immobilier. Mais il faudrait que peut-être tu aies un grand compte et tout ça pour que l'argent puisse te servir, quoi. Il y a des brokers qui offrent ça. Super. Alors, je pense que, enfin, Cabrel va nous rejoindre si... Oui, il a certainement un call. C'est possible. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi en échangeant avec toi, c'est la possibilité d'investir en te suivant. Tu vois, en te suivant, ça c'est sur certainement une plateforme que tu partages aussi avec les gens que tu accompagnes. Mais en tout cas, je voulais déjà donner cette information aux personnes aussi qui nous suivent, qui nous rejoignent, qui nous prennent en cours et qui se disent que vraiment
je ne veux pas me casser la tête, soit ils peuvent investir, comme on a dit, dans les ETF, ou alors ils peuvent tout simplement accepter d'être suivis ou de suivre quelqu'un qui a déjà une certaine expertise dans le domaine. Bon, on appelle ça le copy trading. Ça veut dire, si tu copies quelqu'un, tu décides de copier quelqu'un, les performances de la personne vont se répliquer dans ton portefeuille, si tu as mis la somme nécessaire, en effet. Moi, particulièrement, quand j'accompagne quelqu'un, je propose toujours à la personne d'avoir pas seulement un, d'avoir peut-être 2 ou 3 brokers, selon les moyens que la personne a. Mais j'ai dit, même ces 100 € que tu as, je vais pouvoir diviser les 100, on va pouvoir faire une stratégie qui va dire les 100 €, on va diviser de telle façon. Donc, je propose toujours d'ouvrir un compte où tu vas acheter un ETF. Je dis, tu achètes un ETF. Si tu te dis, je ne veux pas trader, je ne veux pas apprendre, et même si tu veux apprendre, puisque l'apprentissage prend du temps, en attendant le moment où tu vas commencer à dire, je travaille de façon individuelle, je peux faire ça moi-même, tu peux déjà ouvrir un compte où tu achètes un ETF. Et tu peux aussi, en parallèle, à côté de cela, ouvrir un autre compte où tu vas faire ce qu'on appelle le copy trading, donc copier les performances d'un trader qui est compétent. Donc, voilà ce que je propose. Et aussi, je propose aussi de ne pas investir seulement dans les actions, les ETF et tout, de penser aussi à investir dans les matières premières, de penser aussi à investir dans les crypto-monnaies. Certes, dans les crypto-monnaies, on n'a pas trop de visibilité parce que la crypto-monnaie, c'est pas comme une action qui est une entreprise où on sait que l'entreprise, quand elle rapporte, si elle vend ses produits, ça veut dire qu'elle va survivre. Tu vois un peu? La crypto-monnaie, c'est quelque chose qui a beaucoup de régulations à l'intérieur. On peut se lever un matin, on dit que on ne veut plus les crypto-monnaies, les gouvernements interdisent cela, c'est le risque qui va avec. C'est la raison pour laquelle on investit aussi une somme qu'on est prêt à risquer de ce côté-là et tout, mais c'est le rendement. Ceux qui ont connu le Bitcoin en 2013 comme moi, et quand je pense à ça, je veux seulement pleurer parce que j'ai un ami qui me l'avait dit, et j'avais dit, c'est pas, mais c'est les trucs des bandits là-bas. Et en 2017, quand je me suis lancé à l'intérieur, c'était parce que j'avais mal au cœur d'avoir raté cette occasion-là. Et bon, c'était comme ça en effet. Donc. Oui, moi aussi, je suis passée à côté du Bitcoin carrément. Je crois que j'ai entendu pour la première fois parler du Bitcoin, ça devait être en 2011 ou en 2012. Et franchement, je m'intéressais à ça parce que il y avait quand même toute une communication là-dessus, mais voilà, je n'ai pas osé. Moi, c'était le fait que j'avais regardé sur Internet et il y avait des articles, de très mauvais articles dessus qui disaient, bon, on utilise ça pour acheter les trucs dans le darknet, les armes, les machins et tout. J'ai dit, je viens d'arriver en Allemagne, je ne veux pas les problèmes avec la mairie et tout ça, donc je fais mes études, rien de plus. L'information, encore là, l'information. C'était une grosse erreur de ma part parce que peut-être aujourd'hui, s'il y avait juste mis 1000 € dessus, je serais très loin aujourd'hui dans tous les cas. Ouais, ah oui. Alors, on est en train de tirer à la fin de notre live. On a passé il y a quand même presque 2 heures, oui. Et je dis avant de passer, je voulais montrer les compétences. C'est que quand on est assidu, on est capable, on peut faire. Ça, c'est un portefeuille où je compare la performance du portefeuille à celui d'un index, le Nasdaq. On va constater ici que le portefeuille, en effet, c'est depuis l'existence du portefeuille, en effet, fait un écart de presque 20% avec le marché. Donc, ça veut dire que les actions qui ont été mises à l'intérieur de ce portefeuille sont tellement compétitives qu'elles dépassent le marché de 20%. Ça veut dire que celui qui avait acheté au même moment où ce portefeuille a été créé, un ETF Nasdaq, qui est l'ETF qui était le plus dynamique, aurait fait 28%. Et celui qui a ce portefeuille a fait presque, disons, 39%. Donc, il y a un écart de presque 15%, je ne sais pas combien de pourcents. Imagine cet écart-là, tu réussis à le garder chaque année et tout. À la longue, tu seras très loin en haut par rapport à celui qui a seulement un ETF. Et celui-ci qui fait l'ETF, c'est une performance d'en moyenne, comme on a dit, 7% par an. Et ça, c'est si on compare à un ETF qui est très dynamique. Si on compare à celui-ci qui n'est pas assez dynamique, on voit que l'écart n'est pas seulement de 15%, comme on l'a dit, on est à un écart de presque 20%. Plus de 15%. Et si on compare ça peut-être au DAX, qui est l'ETF qui représente l'économie allemande, vous voyez l'écart. Le DAX, sur cette période-là, n'a fait que 1,98%. Par contre, le portefeuille a fait 39%. Donc, c'est exactement ça, investir en choisissant les bonnes actions. Donc, voilà les actions qui sont dans le portefeuille. Il y a ce qu'on appelle les options, ici à l'intérieur. Il y a aussi les actions Meta, Amazon, Google, MSCI. Ce sont des actions connues. Voilà comment on construit un portefeuille et tout ça. Super. En tout cas, pour ceux qui sont intéressés, ils pourront te contacter pour plus de détails et d'orientation s'ils veulent également investir à la bourse. Voilà. Donc, en tout cas, c'était un échange très, très, très instructif et très passionnant aussi. J'ai pu noter que Cabrel aussi est très passionné. Et vous avez partagé avec nous beaucoup d'astuces, de best practices. Alors, ce que moi je retiens, c'est simple. Ne pas laisser son argent dormir en aucun cas, parce que tu auras beau travailler pendant 45 ans. Donc ça, c'est pour ceux qui commencent à travailler très jeunes, parce que pour la plupart des Africains de la diaspora, on commence toujours à travailler très tard. Et pour ceux qui sont en Allemagne, ils n'arrivent pas à travailler pendant 45 ans pour avoir la retraite complète. Donc, ça veut dire que
on a intérêt à trouver d'autres moyens pour faire grandir notre compte bancaire. Donc, il ne faut pas laisser cet argent dormir à la banque parce qu'il faut voir qu'avec le taux d'inflation, le taux de rémunération de cette épargne risque de ne pas être suffisant et même on peut faire une perte, surtout si l'inflation est supérieure au taux de rémunération de la banque. Donc, deuxième chose, que la peur ne nous bloque pas. Donc, il faut oser, comme Cabrel l'a dit, oser même avec 5 euros. Donc, lui, c'est vraiment l'exemple de... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous a... OK. C'est l'exemple de quelqu'un qui a commencé à investir avec un très petit montant, 5 euros c'était par mois, c'est ça, par mois? Oui, par mois. 5 euros par mois. Oui, avec ce qu'on appelle le DCA. Donc, déjà, chaque mois, ça achète de façon automatique. Oui. La même chose et bon, il regarde. C'est puissant, ça. Avec l'hypothèse des 7% par an que ça produit et tout, bon, avec les intérêts composés, ça fait ce que ça doit faire. Ouais. Donc, commencer petit, mais vraiment commencer. Commencer petit, mais vraiment commencer. Évidemment, se former, avoir l'information, aller chercher l'information, se faire accompagner et vraiment, voilà, savoir, avoir une stratégie d'investissement. Je ne sais pas si j'ai peut-être pu tout résumer, certainement. Voilà, pour ceux qui nous rejoignent, vous allez peut-être revoir ce live pour écouter toutes les pépites qui ont été partagées avec nos experts. Donc, Martial, je te dis merci beaucoup. Non, merci à toi aussi. Merci beaucoup de venir sur ma page pour partager ton expertise avec mes followers. J'espère que, je sais qu'ils ont été bénis par ces informations et je prie vraiment que s'il y a juste une seule personne qui décide aujourd'hui d'investir, de se lancer, je crois qu'on n'aurait pas fait ce live en vain. Ou bien, je dis s'il y a même une seule personne qui, à cause de ce live, commence à investir 5 euros par mois aujourd'hui, dans 10 ans, il faut que la personne vienne témoigner ici que vraiment, j'avais suivi votre live en 2026, le 10 avril, et me voici 10 ans après, voici ce que ça a donné. Donc, je crois qu'on aurait vraiment fait quelque chose, on aurait contribué au bonheur de quelqu'un. Cabrel, merci aussi. Merci pour tes astuces, best practice. Ça a été vraiment un plaisir, un honneur de vous avoir. C'est moi qui vous remercie. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin. Donc, je vais venir laisser le contact de Martial, notre génie de la bourse, en commentaire. Et n'hésitez pas à le contacter, c'est quelqu'un de bien. Et je ne peux que le recommander parce que moi-même, c'est lui qui m'accompagne. OK? Donc, n'hésitez pas. J'ai dit avant de sortir du live aussi que voilà, c'est pour ceux qui disent que peut-être Martial n'est pas joignable si c'est qu'il est pour occuper. Je suis disponible aussi. Peut-être qu'il pourra vous avoir peut-être de mon côté. Ensemble, on va voir comment se faire accompagner. Et vraiment, on le fait aussi en tant que frère, comme dans la mesure de grandir ensemble. Donc, si quelqu'un a peur qu'on va venir demander des finances et tout, je pense qu'il aura envoyé le message au mauvais numéro. Il n'y aura pas de frais à payer. C'est vraiment, on le fait vraiment pour la croissance de la communauté, afin que financièrement, c'est un peu ça. Alors, super. Donc, et pour vous qui nous regardez, ceci n'est que le début. Parce que dans les prochains lives, dans le cadre de cette série Croissance financière, on va parler aussi d'immobilier. On va parler d'entrepreneuriat. Parce que, voilà, moi aussi, je suis entrepreneur e-commerce. Et donc, restez connectés, abonnez-vous pour ne rien manquer. Pourquoi? Parce que votre croissance ne doit pas être limitée. Donc, je parle de croissance à tous égards. Nous parlons de croissance à tous égards et nous croyons que nous sommes là. Comme Cabrel disait, il faut qu'on fasse grandir notre communauté, pas seulement en chiffres, mais aussi en chiffre d'affaires, aussi en compte bancaire. OK? Alors, merci encore, Martial. Et voilà, je te souhaite un bon week-end et voilà, on va dire à la prochaine. À la prochaine, à tout le monde. Bye bye. Bye.